demander à Laure Tabouy de venir présenter donc ses recherches naissantes sur les neurotechnologies. Laure Tabouy est docteur en biologie, mais aussi doctorante en éthique, à Paris-Saclay. Voilà. Et donc, comme pour la session précédente, il y aura des réponses. Cette fois-ci, il y aura deux réponses. Donc, Arnaud Kakia, qui est professeur de neurosciences et qu'on a vu ce matin, et Aline Lefebvre, qui est pédopsychiatre, je regarde mes notes, à l'hôpital Robert Debré, je crois spécialisée dans l'autisme. Voilà. À toi. Bonjour à tous. Effectivement, je suis, pour la présentation très rapide, je suis docteur en neurosciences depuis 10 ans et j'ose, malgré toutes les difficultés que j'ai en ce moment, à me lancer sur une deuxième thèse qui est sur l'éthique des neurosciences et en particulier des neurotechnologies non invasives. Je vais vraiment vous raconter ce que c'est les neurotechnologies non invasives parce que les neurotechnologies, parce que c'est un sujet qui est naissant, qui est très vaste et qui arrive vraiment autant dans le thérapeutique que qu'au niveau du bien-être, à des fins de bien-être. Et on va essayer de parler sur la frontière normale pathologique à l'épreuve des neurotechnologies. En introduction, super. Très bien. Donc, en introduction, je vais faire référence à Canguilhem, qui a osé dire que le pathologique n'est pas le contraire de la norme, mais le contraire de la santé. La santé exprimant un rapport de l'humain à sa vie. Et selon lui, il est attendu de la médecine une introduction à des problèmes humains concrets. Elle n'est pas une science, mais soit un art au carrefour de plusieurs disciplines, ou bien une technique d'instauration ou de restauration du normal. Finalement, le vivant pour Canguilhem se définit par sa normativité, c'est-à-dire sa capacité à créer des normes qui l'individualisent. Donc, si la normalité est donc liée à la normativité, le pathologique est au contraire une réduction de cette normativité. Ça, on reviendra un peu à la fin là-dessus. On passe. Ah ouais, super. Donc, une introduction un tout petit peu plus. Je vais rentrer vraiment dans l'introduction des neurotechnologies avec une grande question qui est quel monde voulons-nous et construisons-nous? En fait, il y a une vraie urgence parce que dans la société où l'urgence et la nécessité économique dominent, l'accélération des innovations et la rapidité du développement des neurotechnologies sur le marché mondial et en particulier des neurotechnologies non invasives rendent complètement indispensable une vraie réflexion sur les enjeux sociétaux, éthiques et juridiques à la lumière de l'éthique, la neuroéthique, qui est en fait l'éthique des neurosciences, la philosophie et l'épistémologie. Rendent indispensable également la conception de garde-fous interdisciplinaires et de cadres de gouvernance adaptés aux valeurs sociologiques, donc à nos valeurs de notre société de la France. Les neurosciences, donc il y a une grande question qui est un peu qui va être reprise à la fin pour ouvrir la discussion avec Arnaud et Aline. Mais les neurosciences et les neurotechnologies peuvent-elles fournir des mesures et des normes de normalité et d'anormalité? J'ai une de mes questions filigranes de ma thèse, c'est comment leur utilisation, en modifiant la structure et le fonctionnement des réseaux et des processus cérébraux, influencera-t-elle la personne humaine? Parce qu'il est vrai que leur développement appelle une vraie vigilance éthique face au risque d'atteinte de l'intégrité psychique et d'entrave à la liberté de penser. Donc, vous voyez qu'en fait, on flirte entre les neurosciences moléculaires et cellulaires et puis finalement la philosophie, parce que finalement, le cerveau est vraiment un lieu un peu particulier et il y a une véritable mise en tension
des conceptions de ce qu'est l'être humain en tant que personne autonome, libre et responsable. Et ont des conséquences, ces nouvelles technologies ont des conséquences sur des conséquences de leur utilisation sur l'identité humaine et la société. Donc, pour quelques slides pour vous dire un peu qu'est-ce que ça veut dire les neurotechnologies. Donc, on a un peu parlé toute la journée de radiologie. Aujourd'hui, c'est vraiment, on se décale un peu de la radio et de l'imagerie médicale en tant que telle. Les neurotechnologies, dans un contexte international, c'est la convergence finalement entre la recherche en neurosciences avec des approches moléculaires cellulaires, avec des recherches plutôt neuropsychologiques, neurocognitives, plus intégrées, et l'informatique. Et l'internalisation des recherches, des projets, des collaborations entre laboratoires universitaires et privés, avec des gros projets internationaux et en particulier européens, qui vont permettre de nombreuses avancées et la meilleure compréhension du cerveau, qui va favoriser l'arrivée de grosses plateformes collaboratives et puis qui mettent en place des clouds, des data clouds, des lieux où on va pouvoir stocker les données et les faire circuler. Et toutes ces recherches, finalement, toutes ces convergences vont être accompagnées de développement de techniques d'exploration du cerveau, ce qu'on appelle les neurotechnologies. Alors, selon la recommandation de l'OCDE de 2019 et la Charte nationale des neurotechnologies qui a été inaugurée le 17 novembre 2022, ce sont des dispositifs développés à l'interface du cerveau et de la machine, d'enregistrement ou d'intervention, pour visualiser, décrypter, décoder et moduler le fonctionnement physiologique du cerveau et les dysfonctionnements pathologiques. Et c'est là où on voit arriver la normalité et le pathologique dans cette définition. Elles vont permettre de réaliser des interventions de grande précision. Elles permettent de moduler les réseaux, les circuits neuronaux associés aux facultés cognitives et comportementales afin d'agir ou de contrôler l'une et l'autre de ces facultés. Elles peuvent être non invasives. On parle d'électroencéphalogramme et le cas de Arnaud et de Aline, c'est de l'électroencéphalogramme en particulier, mais ça peut être aussi des magnétoencéphalographies ou de l'IRMF ou du PET scan ou du PET. Elles peuvent être semi-invasives ou invasives. Donc là, on parle d'invasives, donc d'actes chirurgicaux pour les deep brain stimulation, et il n'y a pas d'actes chirurgicaux pour la non-invasive. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas toutes intrusives. Donc le perfectionnement et la rapidité des développements sur le marché mondial et la convergence de l'intelligence artificielle, des algorithmes et des neurosciences favorisent le développement d'IBCI, donc des Brain Computer Interface, donc des interfaces cerveau-machine ou neurotechnologies non invasives, plus miniaturisées, plus efficaces et plus puissantes. Elles vont enregistrer l'activité cérébrale en captant les ondes cérébrales, en les traduisant en ondes numériques. Ces neurotechnologies non invasives, elles sont équipées de scanners, d'électrodes. Elles peuvent enregistrer l'activité cérébrale en captant les ondes cérébrales et les convertir et les traduire en signaux numériques. Elles sont connectées très souvent, celles dont je vais vous parler tout à l'heure sont connectées par le Wi-Fi et par le Bluetooth. Des algorithmes et des intelligences artificielles et du machine learning permettront de traiter les données capturées qui convertissent les ondes cérébrales en signaux numériques et qui peuvent être utilisées pour du neurofeedback. Il y a des neurotechnologies à des fins médicales qui permettent de traiter certaines pathologies, certains syndromes tels que la vision, la DMLA ou l'épilepsie, ou alors certains cas d'autisme ou d'une maladie de Parkinson. Et puis, on va avoir des neurotechnologies qui sont dites commerciales, qui vont arriver sur le marché, qui sont déjà mises en vente sur le marché. Et leur développement, c'est le développement d'applications de dispositifs d'enregistrement et d'intervention
utilisés pour la majorité d'entre eux dans le domaine de bien-être. Et là, en fait, on voit basculer quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'inquiétude parce que ces développements-là échappent à tout contrôle des bornes médicales que l'on a tous en tête. En fait, pas d'autorisation de mise sur le marché, pas ou peu d'études cliniques et peu de données en fait qui sont disponibles pour nous. Là, je parle de Neuralink, de Facebook, je parle de toutes ces interfaces à vos machines, ces neurotechnologies qui arrivent par le biais du domaine du bien-être et qui sont déjà là. Et qui, en fait, mettent finalement à mal, enfin, en tout cas, à mal, je ne sais pas, mais en tout cas, qui déstabilisent un peu ce que l'on pense être des neurotechnologies à des fins médicales. Donc, elles sont non invasives, elles sont portables, imaginables dans un casque ou écouteur. Elles sont connectées, elles, en général, toutes Bluetooth, Wi-Fi. Elles sont à destination du grand public et en bonne santé. Elles sont déjà commercialisées et elles sont principalement liées à des interfaces à vos machines utilisant des électroencéphalographes et utilisant le neurofeedback pour agir. Leur ambition va être d'aider les utilisateurs à améliorer les performances cognitives en modifiant l'activité cérébrale et en caractérisant la dynamique de la réponse du cerveau à ces modifications. Elles vont être utilisées pour la prise de décision, pour corriger les erreurs du comportement, pour évaluer les performances à temps réel, pour évaluer et modifier efficacement les comportements, les émotions, les motivations et les décisions. Ces dispositifs se concentrent sur la détection, l'évaluation et la régulation de beaucoup de choses, du stress, de l'anxiété, des émotions, du sommeil, du raisonnement, de la prise de décision. Là, vous en avez quelques-unes. Il y en a une qui est assez intéressante, vous en avez peut-être entendu parler. Dream, c'est une boîte française, c'est une start-up française qui fait des casques pour améliorer le sommeil. Et Thomas Pesquet en avait un dans l'ISS pour tester son sommeil. Voilà, Melomind est aussi français et Emotive est plutôt américain. Et donc, on a aussi une problématique sur la convergence de l'informatique, l'intelligence artificielle et les neurosciences. C'est une problématique, oui et non, parce qu'on sait très bien que les innovations avancent et qu'on en a besoin de cette convergence, mais elle pose de véritables questions éthiques et juridiques. Par exemple, comment créer de la transparence, quelle responsabilité pour les inventeurs, les codeurs, les chercheurs, les utilisateurs. Il y a beaucoup de questions liées aux informations générées par les algorithmes sur l'activité cérébrale. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de questions dont il va falloir, qu'il va falloir se poser. Pourtant, on le sait très bien, cette convergence, ce sont des outils puissants au service de la médecine et de la santé humaine, et vous le savez. Il y a aussi la question des données cérébrales. C'est le fait de capter les ondes cérébrales, de les stocker, de les utiliser à des fins de bien-être hors du circuit de santé, pose problème, pose des questions. À l'heure actuelle, les données cérébrales, elles ne sont pas données de santé, hors IRM scanner, hors hôpital. Elles font partie des données personnelles, mais pas caractérisées comme données de santé dans le grand public. Donc, elles sont actuellement. Donc, elles sont en fait sous le coup de la RGPD, du RGPD si elles sont stockées et utilisées en Europe, mais sinon, si elles sont stockées comme le fait Facebook aux États-Unis, en fait, ça tombe sur le coup de la FDA et donc, du coup, on n'a plus accès à ces données cérébrales comme on le souhaite. Enfin, elles sont moins protégées. Et lorsqu'elles sont combinées à d'autres données, et ça, vous le savez très bien tous aussi, c'est plus on va combiner les données biologiques, plus on va rendre sensibles certaines données, et plus ça va être problématique au niveau des protections. Donc, la grosse question, ça va être à quoi correspondent ces données cérébrales stockées grâce aux neurotechnologies. On sait très bien, ça avance, mais on peut se poser la question comment ces données cérébrales vont être utilisées par ces boîtes-là. Et il y a une utilisation, une exploitation qui se fait souvent sans consentement libre et éclairé de l'utilisateur qui ne sait pas
c'est souvent vraiment très peu de ce qui se passe. Et puis, il peut y avoir un risque de manipulation de la personne s'il y a utilisation de ces données à des fins autres que ce qu'elles sont à l'origine. Donc, en résumé, les neurosciences s'orientent vers une médecine prédictive et préventive. Ces progrès changent la vie des citoyens et des patients. Elles révolutionnent notre capacité à enregistrer et à évaluer en temps réel et à modifier les capacités cognitives et cérébrales, ce qui peut être une très bonne chose également. Elles perfectionnent des innovations, le perfectionnement des innovations de neurotechnologies invasives et surtout non invasives, plus miniaturisées, plus efficaces et plus puissantes à mesure que la recherche de neurosciences avance. Mais il y a aussi une frontière trop poreuse entre les utilisations médicales et non médicales, médicales et à des fins de bien-être. Elles sont développées à la fois dans les laboratoires de recherche qui est cadré et qui demande une certaine robustesse dans les recherches, et en même temps dans les startups où là, la robustesse et la qualité des recherches est différente, peut-être moindre aussi. Elles sont déjà sur le marché, donc on est dans un TGV à grande vitesse actuellement, où il faut monter dedans. Elles sont déjà commercialisées, destinées au grand public en bonne santé. Un casque Mellowmind coûte à peu près 400 € sur Boulanger. On peut acheter ça en France, mais il n'y a pas de notes pour dire où est-ce que les données cérébrales sont destinées, à quoi ça sert, etc. Et puis, elles sont propices aux méthodes de coaching. On voit arriver des lieux pignon sur rue où il y a du coach à domicile qui utilise des neurotechnologies. On va avoir arriver des laboratoires de neurofeedback, des lieux qui vont utiliser ces technologies à des fins de bien-être sans avoir du tout de formation comme la nôtre. Et qui utilisent ça. Donc, il y a déjà des lieux qui ont pignon sur rue et en France, qui n'ont pas de certification. Voilà, et donc les conséquences de l'intérêt de l'investissement et l'investissement des neurosciences font certaines inquiétudes. C'est leur capacité à enregistrer et à moduler l'activité cérébrale en intervenant sur le fonctionnement neuronal, remet en cause certains principes, l'identité, l'autonomie de l'être humain, l'intégrité et de liberté individuelle. Ça, ce sont des exemples. Et elles mettent en jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure, la conception de ce qu'est l'être humain, un être humain, être humain, en tant que personne libre et responsable. Voilà, en France, on a des questions importantes qui ont été posées. En France et dans le monde entier, on commence à voir arriver ce que l'on appelle la neuroéthique d'un côté, donc l'éthique des neurosciences qui travaille vraiment sur les neurotechnologies, dont je fais partie. Et puis, on va arriver aussi le neurodroit, un droit du cerveau qui arrive dans la législation. Alors, c'est arrivé au Chili, dans la constitution chilienne, qui est une première mondiale. Mais en France, on a 4 droits qui arrivent, le droit à la liberté cognitive, de la vie privée, à l'intégrité mentale ou à la continuité psychologique. Alors, tous ces mots-là sont à définir, ce qui est aussi un peu l'objet de mon travail de thèse. Voilà. Et puis, il y a des tests de formulation de droit. Par exemple, il y a la loi bioéthique qui, dans les articles 16 à 19, commence à faire rentrer un peu ces thématiques-là. On va avoir la recommandation de l'OCDE sur les neurotechnologies, spécifiquement sur les neurotechnologies fin 2019. Et en 2019 aussi sur l'intelligence artificielle. Ça a été combiné. Il y a 2 recommandations qui sont arrivées en même temps. Et puis, il y a la recommandation de l'OCDE demande une mise en œuvre de cette recommandation. Donc, depuis 2 ans, il y avait une task force qui a travaillé sur une première charte des neurotechnologies responsables qui a été inaugurée le 19 novembre dernier par le ministère de la Recherche. Et ça, c'est une première mondiale. C'est-à-dire qu'en France, on commence à... C'est pas contraignant, mais c'est pas une charte contraignante. En revanche, ça incite quand même à un véritable dialogue entre les laboratoires de recherche académique et les startups, les entreprises qui essayent de se mettre autour de la table pour comprendre un peu quels sont les enjeux et comment faire corps avec tous ces enjeux-là. Voilà. Et puis, il y a dans ces recommandations des publications qui arrivent aussi.
dont des recommandations sur le concept de normalité et de pathologie. Alors, je suis désolée, j'ai été longue sur les neurotechnologies, mais il fallait que je vous introduise un peu les choses parce que c'est un peu complexe comme sujet. Et donc, le concept de normalité et de pathologie fait partie de recommandations, alors sans être explicite non plus, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de travail sur le fait de définir qu'est-ce que ces concepts de normalité et de pathologie pour ces neurotechnologies. Et donc, je refais ma phrase. Les neurotechnologies peuvent-elles fournir des mesures de normes et de normalité, enfin, des normes de normalité et d'anormalité. Et là, alors là, je vous demande de vous lire, pardonnez-moi, mais c'est le rapport de bioéthique de l'UNESCO de 2021 qui a été ajourné, qui a été remis à jour en 2023, donc qui vient de sortir, qui est sorti la semaine dernière, et qui parle de la normalité, en fait, et qui finalement invite les personnes lectrices de ce rapport à se questionner sur qu'est-ce que la normalité. Et donc, il demande aussi, il est également essentiel de définir le concept de normalité dans le cadre de ces neurotechnologies pour distinguer l'état préexistant de l'amélioration pouvant être induite par ces neurotechnologies. Et donc, il reconnaît, ce comité d'éthique reconnaît effectivement que le défi à définir, de définir le fonctionnement normal du cerveau variera selon les différents domaines et dimensions de l'esprit. C'est là, en fait, où je vais glisser au fur et à mesure sur Arnaud et Aline. Et puis, il note aussi un peu plus loin qu'une vision subjective de la normalité contribue à une certaine confusion sur la manière dont on peut comprendre l'amélioration à l'aide de ces neurotechnologies et puis la thérapie à l'aide de ces neurotechnologies. Comment, finalement, c'est un peu le cas de la vision de l'homme augmenté et de l'homme réparé. On arrive avec ces questions-là. Donc voilà, donc là, je reviens effectivement avec cette question. Est-ce que ce qui est anormal, finalement, est détectable par les neurotechnologies, forcément pathologique? Et puis, comment on gère cette notion de norme en termes de biologie, neurobiologie, médicale et physiologie? Et donc, je vais finalement peut-être aussi inviter à interroger aussi Aline et Arnaud sur ce concept-là, parce que j'ai du mal aussi à finir cette présentation. Voilà. Donc, on peut prendre l'exemple, je pense, de l'étude de l'attention dans le développement du cerveau chez l'enfant et ou d'autres choses. Et puis l'étude un peu de l'attention de d'autres fonctions dans le cadre de l'autisme, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Laure, pour ce panorama des neurotechnologies et des nombreuses questions éthiques qui en découlent. Et on voit notamment que la question du normal et du pathologique traverse en fait les différentes questions. Et moi, je voulais juste indiquer quelques points qui m'ont paru saillants dans ce que tu as présenté. Le premier point, qui est une question très importante, un petit peu conclue là-dessus, sur la question, la distinction entre l'amélioration, la normalisation et la remédiation, qui est une question importante parce que on va parler d'amélioration en population typique, alors qu'on va parler de normalisation et de remédiation dans le cas de la pathologie, mais vous placez le curseur. Hein. Le curseur n'est pas toujours très simple, notamment dans toutes les méthodes, tous les outils qui commencent à apparaître de modulation, différentes méthodes de modulation cognitive. Hein. Est-ce qu'on est dans l'amélioration? Est-ce qu'on est dans la remédiation? Et c'est pas du tout la même chose. Hein. Dans un cas, on essaye de composer avec une fonction qui est déficitaire, par exemple dans le trouble psychiatrique, ou sinon ça va être d'améliorer un existant. Il y a la question de la différence entre la mesure et la modulation. Est-ce qu'on intervient ou pas, sachant que la modulation cognitive, elle est bien sûr, c'est une question centrale des neurotechnologies, mais enfin, on peut moduler
la cognition d'autre manière. Là, la présentation, notre discussion, notre journée, c'est de la neuromodulation. C'est une méthode assez ancienne, ça s'appelle le langage et la communication. Enfin, il n'y a pas que les neurotechnologies qui agissent sur la cognition. Et donc, je pense qu'il faut être aussi conscient de ça. En fait, c'est la cognition, le fonctionnement cérébral, il est modulé aussi par le langage, la communication, par des approches beaucoup plus classiques. Il y a aussi, je pense, une question qui traverse la question du normal et pathologique, c'est l'utilisation des outils neurotechnologiques qui sont au départ des outils médicaux, que ce soit le G, la REC, que ce soit même les méthodes de stimulation, la TMS, enfin, toutes les méthodes que tu as mentionnées, qui au départ étaient présentes pour évaluer ou pour traiter un trouble et qu'on commence à voir apparaître dans des champs qui sont hors de la pathologie et notamment du bien-être. Et une question peut se poser, savoir si certaines approches, certains outils peuvent être légitimes dans la pathologie, notamment parce qu'il y a toujours la question importante de la balance entre l'efficacité, entre le risque et le pardon. Bénéfice, merci, je cherche le terme. Mais la question du bénéfice est peut-être différente quand on est en population normale et le risque est peut-être moins acceptable en population normale qu'en population pathologique. Et puis, il y a aussi, comme on est hors du champ de la médecine, il y a la question de la validation et de l'efficacité qui se pose pour tous les dispositifs médicaux. Il y a une obligation de prouver l'efficacité, la c'est pas délétère. Quand c'est des outils sur le bien-être, on ne sait pas ce que ça fait en fait. Et c'est ça. Il peut y avoir un outil, et j'ai terminé là-dessus, il peut y avoir un outil qui est efficace pour normaliser ou pour faire la remédiation en population normale, mais cet outil peut être tout à fait délétère en cas de chez le sujet simple. Il y a des exemples très simples en médecine. Prendre certains traitements sont bénéfices pour certaines pathologies. Prendre du Doliprane, c'est positif quand on a mal au crâne. En revanche, prendre du Doliprane quand on va bien, ça devient délétère. Et donc là, la question de la validation de l'efficacité se pose d'une autre manière. Donc voilà, donc il y a plein de questions assez classiques, mais qui prennent une coloration particulière autour de l'axe normal pathologique dans la neurotechnologie. Et dans le cadre, par exemple, du développement, dans le cadre de ton sujet, toi, de recherche de développement de l'enfant, comment est-ce que tu verrais, toi, tu utilises déjà aussi des… Alors c'est dans un cadre d'expérience, mais… Alors, effectivement, moi, j'utilise l'imagerie pour étudier le développement des compétences cognitives et, on va dire, la plasticité fonctionnelle et cérébrale lors des apprentissages. Et j'utilise également des méthodes de modulation. Alors, c'est pas de la neuromodulation par des champs électromagnétiques, mais c'est par de l'entraînement, par exemple, par des outils numériques. Et la question qui se pose toujours, c'est de savoir à quel point ce que l'on fait est neutre ou délétère. Si on se pose sur cette question-là. Effectivement, je me les pose. Sur la question de l'imagerie, il y a la question de savoir est-ce que les outils qu'on utilise sont délétères. Et cette question-là, je pense qu'elle a été résolue il y a assez longtemps quand on est passé de la TEP à l'IRM. Je pense que quand on était encore dans l'imagerie, l'imagerie nucléaire, l'imagerie TEP en population normale, la question se posait d'utiliser ces outils-là. Maintenant, la question ne se pose plus puisque l'on sait que les approches, que ce soit le EG, la MEG ou l'IRM, avec le recul qu'on a de 20 ou 30 ans, on sait que avec une approche, on va dire, correcte, il n'y a pas de danger. Le seul danger, par exemple, pour l'IRM, c'est des dangers du bruit ou de la présence d'objets métalliques. Donc ça, il y a un vrai danger, mais c'est pas de danger d'ionisation comme il y a pour des anciennes méthodes d'imagerie. Donc là, je pense que la question du danger de l'exposition aux champs électromagnétiques en imagerie ne se pose pas trop. Elle peut peut-être se poser dans les nouvelles techniques avec des très hauts champs. Là, on n'a pas le recul qu'on a pour des champs en IRM, des champs standards d'1,5 ou 3 testas. Quand on passe à 7, 10, 11, 15
Tesla, la question reste ouverte largement. D'ailleurs, il n'y a pas, à ma connaissance, il y a encore des besoins d'autorisation réglementaire pour les très hauts champs. Donc, ça, effectivement, la question se pose. Après, il y a la question de la modulation. Je pense que la question de la modulation avec des outils technologiques, quand c'est pas de la modulation avec des entraînements sur tablette tactile, quand c'est ou des jeux, que ce soit numérique ou pas numérique, que ce soit des jeux, je pense que la question est un petit peu différente de quand on est dans des outils qui sont pour le coup des neurotechnologies. Parce que, je pense qu'il y a différentes questions. Il y a notamment la question des inégalités et de savoir qui peut y accéder. C'est-à-dire que un jeu sur téléphone portable, ça coûte beaucoup moins cher que des dispositifs de neurostimulation. Et la question se pose de savoir qui pourra y avoir accès. Donc, je pense qu'il y a des questions éthiques dans le sens réglementaire, mais aussi morales qui vont se poser dans ce cas-là. Et donc, pour répondre à ta question, dans mes études, donc pour conclure les aspects imagerie, je me pose les questions qu'on se pose, c'est les questions que se posent tous les utilisateurs d'imagerie, c'est-à-dire en population normale, c'est des découvertes fortuites. Il y en a, c'est 5 à 10%. Donc, par exemple, sur un projet où on a 100 sujets et on a à peu près 5 ou 10 participants qui viennent pour connaître les joies de la science et savoir comment fonctionne leur cerveau et ils repartent c'est pas les 10, mais enfin au moins un ou deux qui vont faire un tour chez le neurochirurgien. Donc pour moi, en tant que chercheur, c'est pas anodin, savoir que j'ai bouleversé du normal finalement. Voilà, j'ai bouleversé la vie de participants. Dans tous les cas, moi j'ai eu la chance que c'était pour le mieux, parce que c'était des anomalies dont on savait que soit c'était pas grave, soit on pouvait agir. Il y a des anomalies où on sait que ça peut être des anévrismes ou des tumeurs qui sont mal placées et on ne peut rien faire. Donc, on a juste compris que ça ne va pas évoluer négativement. Donc, moi, j'ai eu la chance pour l'instant d'être pas dans cette situation. Mais ça, c'est la question des découvertes fortuites. Et puis, la question de la stimulation. La grande question, c'est de savoir est-ce que c'est délétère ou pas. Je pense que c'est ça la grande question. Jusqu'à présent, dans mes études et dans les études que je connais, les effets sont assez faibles. J'ai pas observé, j'ai pas connaissance d'effets délétères. Il y a c'est pas dans le domaine de la neurotechnologie, mais on sait qu'il y a des interventions, par exemple la méditation. On sait que c'est de plus en plus utilisé. Je parle parce que dans les neurosciences, il y a un intérêt fort actuellement pour la méditation, que la méditation agit sur des systèmes neurocognitifs qui sont importants pour les apprentissages, pour la régulation émotionnelle, pour plein de choses qui sont très utiles à l'école et en société. Mais on sait que certaines personnes, ces interventions peuvent être délétères. Donc, je pense que la question générale, c'est de bien étudier, ça sera ma conclusion, ces interventions pour identifier quels pourraient être les effets délétères et identifier chez qui, quelles sont les personnes qui sont à risque de développer des effets délétères pour ces interventions. Donc, en conclusion, il faut faire de la recherche sur ces sujets-là pour mieux connaître les effets positifs et négatifs. D'accord. Merci. Et toi, Aline, comment est-ce que tu... Merci. Alors, juste pour expliquer, donc moi, je fais de psychiatre, je travaille sur l'autisme et je fais de la recherche plutôt sur les aspects dans l'imagerie et plutôt en utilisant le logiciel dans le test. Alors, je voulais juste rebondir sur la question du neurofeedback, parce que, non pas dans ta question réglementaire, mais dans son application, que moi je pourrais qualifier d'intermédiaire, c'est-à-dire à la chevauchée entre la clinique et la population générale. Je dis ça parce que j'ai des patients, en fait, je me souviens très bien d'un patient de 11 ans qui est arrivé à Debray dans un état de nutrition avec un comportement alimentaire qui a été vu en libéral avec un psychologue qui a fait du neurofeedback et qui a fait un compte rendu quasiment médical avec toutes les bandes de fréquences d'activité cérébrale en disant voilà, telle bande elle est reliée à ça, telle bande elle est reliée au PTSD, telle bande elle est reliée au trouble anxieux, et puis avec une espèce de très belle figure
les bandes spectrales, en lui disant en conclusion, ça fera 20 séances et on cherchera tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. Voilà, c'est un jeune garçon qui était déjà un peu démontré, je pense, en thérapie de bébé, souvent un peu ralenti, pas bilanté sur le plan nutritif, et puis qui avait un trouble du neurodéveloppement un peu complexe avec un comportement alimentaire à début précoce et sûrement un autisme. Donc ça, c'était un peu, pour rebondir un peu sur cette question d'application qu'on en a aujourd'hui dans la pratique courante et que des réelles connaissances qu'on en a, voilà. Et ça rejoint du coup les aspects méthodologiques et du coup l'importance qu'on a en méthodo à avoir à vraiment, quand on fait de la recherche, à intégrer cette notion de reproductibilité, de réplicabilité. On a parlé tout à l'heure d'avoir des puissances statistiques suffisantes, de bien comprendre la population qu'on explore. Et puis, la question aussi éthique quand on fait des protocoles, parce que ça on travaille sur les enfants, on fait des petits-enfants. Ça pose des fois un peu de questions. On se dit, voilà, un enfant qui a un autisme, on sait qu'il a des spécificités sensorielles qu'on va mettre dans l'IRM, et puis on demande de s'endormir naturellement. Bon, il a 3 ans, qu'est-ce qu'on sait vraiment de tester ça? Donc, c'est des questions, des fois, quand on a des protocoles qui posent un peu de questions, et qui sont importantes. De réfléchir dessus. C'est arrêté. Voilà. Et pour finir, sur la question du normal et du pathologique, donc, je vais poser cette question, c'est une difficulté que nous rencontrons dans la pédopsychiatrie, qui est un milieu médical où longtemps la question de est-ce qu'on pose le diagnostic, se pose encore, hein, des femmes, il y a des pédopsychiatres qui nous disent voilà, vous mettez les gens dans des boîtes, vous les diagnostiquez, c'est vraiment une question qui n'est pas complètement pas toujours clair chez les pédopsychiatres. En tout cas, moi, c'est important pour moi le fait de poser le diagnostic est important, mais il faut quand même se poser la question puisque la population qui est un peu intermédiaire, puisqu'on est dans la définition par exemple de l'autisme, on sait, enfin, on décrit aujourd'hui qu'on a des symptômes qui vont avoir des intensités plus ou moins importantes. Et là, on va poser le diagnostic, c'est vraiment un continuum clinique à travers la population générale. Et on sait aussi, par exemple, les parents peuvent avoir des tableaux intermédiaires. Alors, à quel moment il faut ce diagnostic? Moi, j'ai un peu l'idée que, pour moi, je découpe un peu l'étude de l'autisme et le diagnostic, parce qu'on va dire, ben voilà, quand il y a des conséquences sur le quotidien social, scolaire, professionnel, là, on va poser le diagnostic, mais finalement, oublier qu'il y a un continuum clinique et le profil intermédiaire, c'est aussi ne pas toujours aller rechercher des petites subtilités dans le quotidien des gens. Mais du coup, je te pose la question, parce qu'on me l'a posée. L'importance des mots, quand on dit trouble du neurodéveloppement, du coup, que tu dis, voilà, c'est le travail de ta thèse, et moi, avec finir, c'est une question qu'on a nous en pédopsychiatrie, quand on dit trouble du neurodéveloppement, voilà, à quel moment on dit trouble, et à quel moment on pose cette limite, voilà, du pathologique. Ouais, et voir des anomalies ne veut pas dire pathologique, ne veut pas dire Voilà. poser une pathologie. Un trouble de une anomalie, la pragmatique du langage, est-ce qu'on va dire qu'il a. Moi, pour moi, le fait c'est très le neurodéveloppement est très singulier, c'est-à-dire qu'il est empreinte aussi de notre terrain génétique, de ce que l'on est, de l'environnement dans lequel on va grandir depuis notre conception et en particulier lors de la grossesse. Donc c'est vrai que c'est aussi pour moi une vraie question. Est-ce que le neurodéveloppement peut pas être un spectre large aussi, où il y a plusieurs manières de définir le neurodéveloppement sans tomber tout de suite dans le fait de dire bah là madame vous êtes pathologique, enfin, sans tomber dans les mots. D'avoir une idée un peu plus dimensionnelle et de dire. Je pense que ça peut être. Par exemple, des échelles pour évaluer. Par exemple, on dit avec des quartiers, du coup, on tombe dans le normal. Je pense que ça peut être aussi dans ce que tu fais, Arnaud,
proportionnel aux gens, et je parlais de ça aussi pour les imageries, hein, parce que nous, je travaille plutôt sur les aspects de l'EGM, on va un peu chercher à quantifier pour comprendre la différence d'activité cérébrale entre les populations typiques et neurotypiques et avec autisme. Et donc, pour ça, par exemple, on a développé des modèles normatifs pour pouvoir justement bien comprendre la diversité de l'autisme, avoir une espèce de courbe de croissance des données qu'on a, plutôt que de juste avoir catégoriel et dire avec ou sans. Du coup, ça ferait une idée un peu dans la population générale. Finalement, ça peut être, ces neurotech, elles peuvent être utilisées pour peut-être un petit peu plus élargir les définitions. Peut-être que cette définition de neurodéveloppement peut être affinée à l'aide de ces technologies, ce qui peut être extrêmement intéressant justement. Et je pense que c'est ce que tu fais un peu, pardon. Mais ce qui veut dire aussi que il faut que ça passe dans la société. C'est-à-dire et puis que peut-être que cette définition peut être au fur et à mesure utilisée. Alors, elle a besoin à mon avis, pour que ça passe dans la société, il y a peut-être besoin aussi de borner cette définition pour qu'il y ait alors, il y a effectivement déjà des mesures, mais il y a c'est des mesures de laboratoire ou de recherche. Et est-ce que il y a aussi peut-être une chose intéressante à regarder, c'est que c'est une interrogation chez moi aussi, le neurodéveloppement, par exemple, d'un Français et par rapport à un neurodéveloppement d'un Africain, peut ne pas être de la même nature, peut ne pas être de la même, peut ne pas forcément prendre des mêmes chemins, et en même temps, ce sont deux neurodéveloppements qui sont non pathologiques. Bien sûr. C'était sur la question du neurodéveloppement et le fait que très souvent dans l'approche médicale, on va s'intéresser aux facteurs de risque, qui est quelque chose de fondamental pour identifier des évolutions, des pronostics. Et de plus en plus, on se rend compte que on a beaucoup d'informations sur des facteurs de risque sur le neurodéveloppement, sur des facteurs de risque génétiques, environnementaux, de toutes sortes. Mais on connaît encore assez mal les facteurs de protection, les facteurs de résilience. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui ont des facteurs de risque ne vont pas développer la maladie? Il y a Thomas Bourgeron, qui est un des grands généticiens que je connais bien, qui travaille à Pasteur et à Debré, qui était l'un des premiers à découvrir les anomalies génétiques dans l'autisme au niveau des synapses neuronales, et qui me disait il n'y a pas très longtemps qu'en étudiant les très grandes bases de données auxquelles on a accès maintenant, par exemple UK Biobank, c'est plus de 100 000 sujets, je crois, qui identifient des sujets tout à fait normaux, tout à fait sains, qui ont pourtant des facteurs de risque génétiques extrêmement importants, qui sont porteurs d'anomalies, c'est même pas des variantes, d'anomalies génétiques rares, que lui n'a vu que chez les patients, mais pour autant, ces anomalies génétiques rares, chez certains sujets, finalement, ne vont pas développer la maladie. Et donc, on peut se demander quels sont ces mécanismes de résilience. Et donc, je pense que ça change un petit peu la vision. C'est ça, oui. Voilà. Et donc, il y a peut-être un biais aussi sur cette définition du neurodéveloppement pathologique. On va dire, neurodéveloppement pathologique, ça va être associé à telle anomalie cérébrale, à telle anomalie génétique. Et pour autant, on peut avoir ces anomalies génétiques ou cérébrales sans développer une pathologie. Et donc, il y a une petite zone grise qui est encore très mal connue. Et je pense que c'est cette zone grise, en fait, qui est intéressante d'un point de vue éthique, parce que c'est là où il y a toutes les possibilités qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'on a des facteurs de risque, mais il y a peut-être aussi des facteurs de protection qui font qu'on va avoir soit un développement normal, soit parce que toutes ces questions-là, alors ça, on parle là, on est en train de parler en tant que chercheur et dans le domaine médical. Le problème qui se pose là, c'est que
il y a tout un champ qui est en train de basculer dans la population générale vers des neurotechnologies qui sont déjà commercialisées. Comment on fait justement pour ajuster et pour ne pas faire en sorte que que justement ces neurotechnologies basculent dans une utilisation qui est finalement contraire à ce que l'on veut en fait. Mais c'était une question, moi je fais juste là-dessus, c'est notamment de penser à une question, un protocole de recherche qui avait été franchi avec notamment des imageries, des imageries scolaires et le facteur derrière que voilà, on sache d'emblée le niveau cognitif des enfants et qu'on les met. Ouais, c'est ça. On va peut-être prendre une ou deux questions, si vous en avez. Oui. Alors, bonjour. Je vous ai entendu parler des anomalies génétiques rares et des anomalies du développement. Alors, est-ce que vous vous basez sur les séquençages de l'exome ou il y a d'autres techniques? Voilà, je parlais uniquement, enfin, c'était soit de l'exome, soit même des anomalies, certaines anomalies génétiques et chromosomiques, par exemple. D'accord. Voilà. Non, mais d'accord. C'est assez général. D'accord, parce que quand j'ai entendu en même temps l'utilisation de bases de données. Parce que c'est vrai que quand c'est chromosomique, c'est évident, mais quand on prend une base de données et qu'on tombe sur des anomalies génétiques chez des gens qui sont a priori. C'est les variants rares, donc les variants rares, c'est souvent en termes de CNV, enfin les variants de copie, de réplication de variants, ce genre de choses. Oui, voilà. Et donc ce genre d'anomalies qui sont rares, qui peuvent être des nouveaux, sont associés à certaines formes d'autisme. Mais ce qui a été découvert là dans les grandes bases de données, c'est qu'on peut les trouver aussi en population normale. Et en fait, on a besoin d'avoir des grandes bases de données parce que comme c'est des anomalies rares, eh ben, elles sont peut-être plus présentes en population pathologique, mais elles sont aussi encore plus rares, mais peut-être des fois un peu présentes aussi en population normale. D'accord. Je ne pas de bêtises. Non. Merci beaucoup à tous les trois. On va s'arrêter parce qu'on a